personne qui fait construire, elle est certes demandeuse de qualité pour son espace privé, intime, mais elle est aussi demandeuse de qualité pour son environnement, c'est-à-dire l'espace public qu'elle va traverser tous les jours. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les deux choses. Les deux choses, elles sont intrinsèquement liées. Hein. Qu'on s'entende bien. Ce n'était pas par opposition. Voilà, mais voilà, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut poser. Vous avez raison. Ce que souhaite le client final, ce que je souhaiterais, c'est qu'on nous entende mieux en amont. Dans la démarche HQE, où on va poser la question, où on fait comme là des débats, où on pose la question au client final, qu'est-ce que vous souhaitez, monsieur le client? Là, c'est intéressant, là, c'est intelligent. Et à ce moment-là, qu'on le fasse. Parce que je ne peux qu'être d'accord lorsqu'on parle des 3 mètres ou des 5 mètres, cette règle qu'on nous impose, qu'on nous oblige, à quoi ça sert? À rien. Et malheureusement, on est contraint, et on le fait. Et donc c'est sûr qu'architecturellement, on est obligé de faire avec, alors qu'en fait, on pourrait peut-être des fois travailler soit plus devant, plus derrière. Alors, moi je voudrais intervenir sur 2 choses. C'est vrai que par rapport à ce que vous dites, je pense que le PLU de projet le permet, ça justement. Et c'est vrai que moi, les PLU, c'est vraiment l'acte moteur pour faire sa ville et construire sa ville. Et ça, aujourd'hui, on a une opportunité avec le nouveau PLU. Je crois qu'il faut s'en saisir. Ce que vous dites, vous aussi, être présent le plus tôt possible au niveau de la construction. C'est vrai que c'est des problèmes de temporalité. Ça aussi, puisque si on n'a pas un seul constructeur sur un espace, quand il y a plusieurs clients, c'est la difficulté. C'est pourquoi je pense que les chartes qu'on peut mettre en place pour travailler sur un principe d'organisation peut amener de la qualité. Et là, moi, je rejoins parfaitement ce que vous dites au niveau de l'espace public et de l'espace privé. Quand on a construit la maison, le propriétaire ou le locataire est dans sa maison, il y a une vie autour. Et quand les choses ne fonctionnent pas avec l'espace public, qui c'est qu'on va voir? Deviner. C'est pas le constructeur et c'est pas le concepteur. Donc il faut vraiment réfléchir en amont ensemble, et ça je le conçois. Et l'espace public a vraiment une vocation sociale à avoir et accompagner le privé. Je pense que c'est important. C'est vrai qu'il ne faut pas opposer les 2 personnes, puisque la personne qui vient habiter dans un quartier, c'est aussi pour y vivre. Et la vie qu'elle a est importante, et d'où l'importance de l'espace public. Oui, moi je suis tout à fait... nous, notre métier, c'est d'aménager, donc de laisser d'espace public. Donc, alors ça a un coût. La qualité a toujours un coût. Et pour maîtriser le coût, il faut maîtriser le foncier. Également, l'ouverture du PLU, si on la négocie après avoir négocié l'opération, ça permet de maîtriser une relation avec le propriétaire foncier. Si vous ouvrez un PLU, un terrain en PLU, et que après le propriétaire foncier négocie son foncier, ça va être la foire d'empoigne de tous les opérateurs de la planète qui vont faire monter les enchères, et celui qui aura décroché la timbale n'aura plus 1 euro pour faire de la qualité. Et il va même renégocier, il va tout renégocier. Voilà. Donc, si vous voulez, vraiment, ça fait partie des traits. Enfin, j'ai peu de messages, on va dire, mais c'est un message, c'est la qualité nécessite de l'investissement, elle doit être négociée à 3 avec le propriétaire foncier, ou les propriétaires fonciers, l'opérateur et la collectivité. Bien évidemment que les architectes travaillent avec cette vision-là sur les opérations d'aménagement, mais évidemment sur les maisons individuelles. Sur les maisons individuelles, on a également des clients qui viennent nous voir avec leur petit cahier des charges, avec la liste de tout ce qu'ils souhaitent. Donc, nous ne faisons que des prototypes, donc forcément on prend en compte toutes leurs demandes et on essaie d'organiser les choses avec les contraintes économiques, les contraintes du terrain, toutes les contraintes. Ce que je voudrais dire également là-dessus, en parlant de contraintes, pour moi les contraintes dans mon métier, dans mon activité quotidienne, les contraintes c'est super. Moi j'adore ça. C'est pas quelque chose de forcément négatif et qui nous bride, au contraire. Essayer de trouver des solutions, se décasser pour trouver des solutions quand on a un client qui nous dresse la liste au Père Noël avec tout ce qu'il souhaite et que le budget ne suit pas derrière, mais on se creuse la tête.
Et ça fait partie du travail de conception. Et les contraintes, évidemment, sont une bonne chose pour faire travailler les ménages. En parlant de contraintes et également de PLU, je voudrais juste rajouter une chose concernant les réglementations. Vous savez qu'aujourd'hui, donc là on est en train de parler des fois de PLU ou des fois d'obligations que nous avons dans certains quartiers. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques. De temps en temps, secteur sauvegardé, on n'a pas le droit. On nous dit ah non, c'est pas bien, ça va dénaturer l'esprit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une réglementation environnementale, je vous rappelle, qui est mise en place depuis le 17 novembre. Nous sommes en période d'expérimentation. Normalement, 2018, on doit l'avoir. Et on est obligé de passer par là. On va être obligé. En 2020, vous avez la nouvelle réglementation thermique où là, de toute façon, les maisons seront BEPOS. Donc si d'un côté on nous l'interdit, comment allons-nous faire pour faire évoluer les choses ?